Le rapport 2020 du vérificateur général a été remis ce mardi 12 octobre au président de la transition. Les grandes lignes du dit rapport dans un instant. La jeune sculptrice malienne Indépendance Dougnon a remporté le prix Superior Collection de la deuxième édition de la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou-Bizo avec une œuvre intitulée Destinée, élément à suivre également dans cette édition. Et à l'international, nous irons entre autres au Kenya où nous parlerons du verdict de la Cour internationale de justice sur la frontière avec la Somalie. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans le Djoliba Evening News sur Djoliba TV News. Pour commencer ce communiqué, un soldat français participant à l'opération Barkhane a perdu la vie au Mali. L'annonce a été faite ce mercredi matin à travers un communiqué du chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Bouchard. Cette mort accidentelle du maréchal des logis Adrien Quelin est survenue alors qu'il effectuait une opération de maintenance sur un camion, grièvement blessé par la bascule de la cabine de ce camion. Il est décédé des suites de ses blessures. Le maréchal des logis Adrien Quelin avait 29 ans et était mécanicien au sein du groupement tactique Désert Roc Noir de la force Barkhane. Au sujet toujours de l'opération Barkhane, les forces françaises de l'opération Barkhane ont donc débuté ce mardi 12 octobre la phase finale du transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies MINUSMA et de l'armée malienne. Adama Sanogo pour les détails. Ce retrait de la force Barkhane de Kidal intervient au moment où Bamako accuse la France d'abandon en plein vol du Mali face au groupe djihadiste et une future collaboration des autorités maliennes avec le groupe russe Wagner. Dans le processus de l'adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne décidée en juillet 2021, l'emprise française de Kidal à la MINUSMA a débuté en coordination avec les forces armées maliennes. Cette emprise se situe au sein du camp de la MINUSMA à Kidal, ville où les forces armées maliennes disposent désormais d'un bataillon d'infanterie motorisé issu de l'armée reconstituée. Un convoi logistique a donc quitté Kidal ce mardi matin. Toutefois, un détachement de la force Barkhane reste sur place. À cet effet, 1300 militaires de la MINUSMA et plus de 400 soldats maliens sont aujourd'hui déployés à Kidal où ils assurent des missions de protection et de sécurisation. Cette première étape dans l'adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne se déroule dans de très bonnes conditions de dialogue et de coordination avec nos partenaires de la MINUSMA et des FAMA, a indiqué le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pascal Iani. Le transfert vers la MINUSMA et les forces armées maliennes sera définitif d'ici une dizaine de jours, a ajouté le porte-parole en insistant sur l'étroite collaboration avec les autorités et l'armée du Mali. Pour rappel, en juin dernier, la France a décidé de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment les bases au nord du Mali, Kidal, Tombouctou et Tessalit, et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d'ici 2023 à 2500 ou 3000 hommes contre plus de 5000 aujourd'hui. Comme annoncé dans les titres, le rapport 2020 du vérificateur général a été remis ce mardi 12 octobre au président de la transition. Un rapport qui concerne les vérifications financières ou de conformité, les vérifications de performance, l'évaluation de politique publique. Dans ce rapport, des ambassades du Mali et les entreprises publiques comme l'EDM, Soukala ont été épinglées. Arona Salia revient sur les grandes lignes de ce rapport. 22 missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques réalisées en 2020. C'est ce qui constitue la synthèse de ce rapport annuel du Bureau du vérificateur général. Les rapports révèlent d'énormes insuffisances non seulement dans les systèmes de contrôle interne et la gouvernance des entités vérifiées, mais aussi dans les opérations d'exécution des recettes et des dépenses publiques. Ces insuffisances sont essentiellement le non-respect des règles et procédures instituées par la réglementation en vigueur. L'EDM SA a été épinglé
des faiblesses de performance ont été révélées dans sa gouvernance. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des acteurs ainsi que dans la mise en œuvre des activités de gestion administrative et celles de production et de commercialisation d'électricité. La société n'arrive pas, selon le rapport, à maîtriser ses coûts d'achat et de production d'énergie. En 2018, plus de 72% des quantités d'énergie étaient achetées auprès des fournisseurs pour un coût d'achat du kilowattheure valant en moyenne 2 fois le prix de cession aux clients. En outre, la société EDEM SA a dépensé 118 milliards de francs CFA en 2016, 133 milliards de francs CFA en 2017 et 171 milliards de francs CFA en 2018 en achat de comestibles et d'énergie, soit une hausse de 45% en 2 ans. Ce qui ne favorise pas, selon le rapport, la promotion d'énergie renouvelable et accroît considérablement les dépenses d'achat et de production d'énergie. Il a été aussi constaté que l'EDEM ne fait pas un suivi efficace du recouvrement de ses créances impayées. En effet, entre 2017 et 2018, le montant cumulé des impayés hors éclairage public est passé de 30 milliards 650 millions de francs CFA au 31 décembre 2017 à 52 milliards 530 millions de francs CFA au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 71% en une année. Le rapport de gestion de la direction commerciale et de la clientèle au 31 décembre 2018 fait apparaître plus de 300 milliards 620 millions de francs CFA d'impayés antérieurs à 2017 pour lesquels la société EDEM SA n'est pas en mesure d'entamer des recours car ne disposant pas de documentation appropriée pour les soutenir. Au niveau de la direction administrative et financière de la primature pour les périodes allant de 2017 à 2019, des irrégularités administratives ont été constatées. Ces irrégularités financières s'élèvent à 1 milliard 420 millions de francs CFA. Au titre des exercices de l'ambassade du Mali en Égypte, qui s'étend de 2016 à 2019, des irrégularités financières s'élevant à 1 milliard 160 millions de francs CFA ont été constatées. Pour la même période, l'ambassade du Mali à Brazzaville affiche des irrégularités qui s'élèvent à 392 millions de francs CFA. 2 milliards 590 millions de francs CFA et 754 millions de francs CFA, ce sont les fraudes constatées respectivement dans les entrepôts maliens en Côte d'Ivoire et au Sénégal. 8 milliards 920 millions de francs CFA, c'est le montant des irrégularités financières constatées dans la gestion du nouveau complexe sucrier Nsoukala. Les sociétés des mines d'or de Loulou et de Gungoto affichent 2 milliards 400 millions de francs CFA d'irrégularités financières dans l'exécution des paiements sociaux en violation des règlements du Code minier de 1991. Condamné à 9 ans de prison en 2016 par la Cour pénale internationale CPI, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, connu sous le nom d'Abou Tourab, demande pardon. Il a été l'acteur principal en 2012 de la destruction des 9 mausolées de Tombouctou par Ansar Dine. Plus de détails dans cet élément d'Abdoulaye Koniba Konaté et d'Aminata Chektal. Nous sommes en 2012. Les régions de Tombouctou, Gao et Kidal sont sous le contrôle des groupes djihadistes Ansar Dine, Akmi, Moujao, etc. Ces groupes terroristes imposent la charia dans les zones qui ne sont plus sous le contrôle de l'État malien. C'est ainsi que ces hommes se sont donné le luxe de détruire avec des coups de pioche des sanctuaires musulmans historiques qui existent depuis des siècles, dont 9 mausolées de la ville de Tombouctou et la mosquée Sidi Yahya. Des patrimoines classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Des dommages évalués à hauteur de 2,5 millions d'euros par la CPI, causés sous la houlette du chef de la brigade des mœurs d'Ansar Dine à Tombouctou, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, connu sous le nom d'Abou Tourab. 9 ans plus tard, après avoir été condamné à 9 ans de prison par la Cour pénale internationale, le djihadiste affirme être devenu un tout autre homme pendant ses années de détention à l'Haï. Je suis ici devant vous aujourd'hui pour exprimer à vous et à l'ensemble du monde mon remords, ma tristesse et mes regrets pour tous les crimes que j'ai par le passé et tous les dégâts qui ont résulté de ces crimes, a-t-il déclaré devant le juge du tribunal de la Haye. Je vous assure que je me suis entièrement dissocié du monde du crime et je n'y reviendrai jamais, a-t-il ajouté. Au dire de son avocat, il est devenu une bien meilleure personne pendant son séjour en prison. L'avocat soutient, je cite, « Monsieur Al-Mahdi a avoué de façon très franche et a exprimé des remords profonds. Il a demandé aux victimes de lui pardonner. Il n'est plus le même homme que quand il est arrivé à la Haye. » Fin de citation. Et maintenant, l'image du jour consacrée à la place Djima El Fna. La place Djima El Fna, ou place de la mosquée des Trépassés, est une célèbre place publique au sud-ouest de la Médina de Marrakech au Maroc.
Ce haut lieu traditionnel, populaire et animé notamment la nuit attire plus d'1 million de visiteurs chaque année. Djima El Fna incarne la diversité de l'identité marocaine en raison de la présence de représentants des différentes cultures qui constituent le Maroc, à savoir les Arabes, les Berbères, les Gnawa. Au XIIe siècle, cette place publique était un lieu de justice où les peines étaient publiquement appliquées. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, les activités et fonctions de la place ont évolué. Pendant des siècles, elle s'est animée et s'est inscrite dans la culture du Maroc puisqu'elle est qualifiée de lieu de spectacle au XVIIe siècle. Dès le XXe siècle, de nombreux bâtiments sont construits et la place commence à prendre l'aspect de la modernisation. Véritable cour des miracles aux portes des souks de Marrakech, proche de la mosquée Koutoubia du Palais Royal. Cette place est l'une des principales attractions traditionnelles et historiques du tourisme au Maroc. Elle est animée d'une importante vie populaire de la fin de l'après-midi jusqu'à l'appel de la prière de l'aube. L'espace culturel de la place Djima El Fna est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel et du patrimoine mondial de l'UNESCO. À présent, la page internationale avec Aminata Traoré. À Nairobi, des Kenyans réagissent à l'annonce de la décision de la Cour internationale de justice d'accorder à la Somalie le contrôle de la majeure partie d'une portion de l'océan Indien riche en pétrole et en gaz, après une bataille juridique avec la Somalie. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits en tant que Kenyans parce que notre territoire nous a été enlevé, déclare l'Hindou. Nous ne sommes pas vraiment contents en tant que Kenyans parce que notre territoire nous a été enlevé. Donc notre gouvernement est très ferme. Nous allons défendre notre frontière. N'oubliez pas que le Kenya est un État souverain et qu'il a le mandat, malgré la décision de la CIJ, de défendre ses frontières. Avec le gouvernement somalien, ce conflit a commencé il y a longtemps. Pour la première fois en un an et demi, depuis les restrictions liées à la pandémie du Covid-19, les fans de foot en Afrique du Sud ont pu retrouver un stade pour un match réservé aux vaccinés. Ils promettaient que pour les personnes vaccinées, les billets étaient gratuits. Mais nous sommes ici depuis ce matin, ils ne vendent que pour 2000 personnes. En ligne, c'est épuisé. Ce ne sera pas un jeu équitable. Vous savez, sans les fans. Seuls les gens de la région sont à l'intérieur. Notre équipe, ils vont jouer sans supporters, ce qui n'est pas juste. Ils promettaient que pour les personnes vaccinées, les billets sont gratuits. Mais nous sommes là depuis ce matin. Ils se vendent pour seulement 2000 personnes. En ligne, sold out. Ce n'est pas juste. Ça ne va pas être un match équitable, tu sais, sans supporters. Seuls les locaux sont à l'intérieur. Notre équipe, ils vont jouer sans supporters. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste. Tous les événements sportifs en Afrique du Sud ont été annulés en mars 2020. Les matchs ont été repris au bout de 5 mois, mais les diplômes sont restés vides pour éviter tout risque de transmission du virus. L'Afrique du Sud est déposé le pays du continent le plus demeurant touché par le Covid-19, après plus de 2,9 millions de cas et 98 300 décès. Autre sujet, nombreuses sont les femmes qui utilisent les méthodes contraceptives. Ces méthodes ont-elles des effets secondaires, des impacts sur leur santé? Élément de réponse dans ce reportage signé Fantadiara et Bargorba Nyari. Grossesse non désirée, mettre une distance entre les enfants, tel est le rôle des méthodes contraceptives. Femmes et filles peuvent l'utiliser. C'est défini comme étant un ensemble de moyens qui concourent au contrôle de la naissance selon l'OMS. Donc de ce fait, il y a plusieurs méthodes de contraception. Il y a les méthodes de contraception qu'on peut utiliser d'ordre hormonal et d'ordre mécanique. Et dans les contraceptions d'ordre hormonal, on en a plusieurs types. Des types à base de progestatifs purs et des types combinés oestrogènes plus progestatifs. Et aussi il y a des méthodes mécaniques qui sont des méthodes de barrière. Entre autres, on peut citer les préservatifs, le dispositif intra-utérin. Comme tout produit pharmaceutique, elles peuvent avoir des effets secondaires et chaque femme a sa méthode. On utilise une méthode de contraception chez une patiente qui ne désire pas avoir de grossesse.
Donc de ce fait, toutes les femmes sont susceptibles de pouvoir l'utiliser. Dans le cadre du mois d'Octobre Rose, notre interlocuteur a fait savoir qu'il peut y avoir des rapports entre ces produits et le cancer du sein. Il existe aussi des méthodes naturelles. Bien sûr, comme tout médicament dans le monde, donc apparemment il faudrait que ça soit utilisé dans les conditions idoines. Donc de ce fait, les contraceptions qui sont, lorsqu'il n'y a pas de contre-indication chez la femme absolue, il n'y a pas de complications. Il peut y avoir des effets indésirables comme dans tous les médicaments. Et comme je le dirais, chaque corps a sa propre méthode de contraception. Il y a une méthode peut-être hormonale qui peut être utilisée chez quelqu'un, mais par contre peut-être c'est une autre méthode mécanique pour d'autres. Donc ça dépend des contre-indications, parce qu'il y a des contre-indications aussi. Donc ça dépend des contre-indications. Il y a certains cancers du sein qui sont hormonodépendants. Donc de ce fait, l'utilisation des contraceptifs à base des oestrogènes, c'est-à-dire peuvent flamber ces cancers du sein. Mais de fait de dire que vous avez utilisé une méthode de contraception et que vous avez attrapé le cancer, non. Mais lorsque vous avez un cancer ou que vous avez les facteurs prédictifs ou bien les facteurs favorisants et que vous utilisez les contraceptions à base d'oestrogènes au long cours, vous êtes susceptible de pouvoir faire un cancer du sein. Sinon, il n'y a pas de risque que vous prenez directement les oestrogènes et que vous avez le cancer, non. Et auparavant, dans le passé, bien avant la médecine, il y avait des méthodes qu'on appelait la case de maman. C'est-à-dire la case de la belle-mère, disons. Oui, donc le fait d'envoyer la femme chez sa belle-mère, donc cela permettait qu'il n'y ait pas de contact entre le monsieur et la femme. Retenons qu'avant l'utilisation de ces produits, il est indispensable de faire un examen pour ne pas se tromper et avoir des effets secondaires. Pour rappel, le dépistage du cancer du sein est toujours en vigueur et reste gratuit jusqu'au 31 octobre 2021. Nous vous l'annoncions également dans les titres. La jeune sculptrice malienne Indépendance Dounion a remporté le prix Couperior Collection de la 2e édition de la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou Bizo avec une œuvre intitulée Destinée qui questionne la complexité humaine. Le premier prix Bizo 2021 a été décerné au Mauritanien Oumar Bal. Récit Youssouf Koné et Abdoulaye Koniba Konati. Le jury de la 2e édition de la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou, composé de fins connaisseurs de l'art contemporain dont le célèbre peintre malien Abdoulaye Konaté, a primé 7 artistes sur les 18 venus du Burkina Faso et du monde. Parmi eux, le porte-étendard malien Indépendance Dounion qui a remporté le prix Couperior Collection, synonyme du 3e prix, doté d'une enveloppe de 1 000 € avec sa création intitulée Destinée. Pour explorer le thème de cette 2e édition, à savoir l'aventure ambiguë, inspirée du titre du classique de l'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane, Indépendance Dounion, à travers son œuvre, a tout simplement questionné la complexité humaine. Son personnage pensif debout à la croisée des 2 chemins, symbolisant le passé et le futur, semble s'interroger sur ses choix ainsi que les décisions qu'il est appelé à prendre afin de mieux se projeter dans le futur. Destinée peut symboliser la somme des interrogations qui assaillent l'être humain, des questions dont la réponse lui permet de se construire. Et pour interroger cette complexité humaine, Indépendance Dounion n'a eu besoin que des fils de fer, des rubans de mesure, du plâtre et surtout de la créativité. Précision que les œuvres des artistes de cette 2e édition de la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou sont exposées à l'Institut français de Ouagadougou jusqu'au 6 novembre 2021. Voilà, c'est tout pour ce Djoliba Evening News, aimables téléspectateurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.